c'était la vraie pagaille, quoi. On voyait des bateaux qui venaient de Boulogne même. J'ai vu des bateaux venir ici de Boulogne, oui. Et de Camar et de Brest. Et même ces jours-là, je ne sais pas si c'est le jour même, qu'il y a eu un bombardement dans le Ratsin, là. Quand les Français ils ont été obligés de quitter tout. La débat complète, quoi. Hein. Ben oui, c'était... Alors, il y avait, ce qui paraît, d'après dire, qu'il y avait de l'or à Brest. Et ces bateaux de guerre, là, ils transportaient l'or pour envoyer, je ne sais pas où. Une partie de l'or de la Banque de France a été évacuée de Brest en direction des Antilles. Quand on voyait les avions passer, mon père prit peur et mon petit frère venait de l'école, mon petit frère est né en 1934. Il avait 6 ans. Il est allé au loin avec lui. Oh, Stanis, dit une vieille femme, toi, tu n'as pas vu assez encore. Et tu vois ça, tu te rappelles, Anne-Marguerite, oui, je n'ai pas oublié. Il y a des gens qui avaient peur, qui allaient coucher à l'îlot de Quelleroux. D'autres, comme moi, on s'amusait le soir parce que c'était le 14 juillet tous les jours. Oui, il fallait prendre ça comme ça. 1 million de prisonniers sont aux mains des Allemands. Il est évident que les combats sur le sol de France ne peuvent plus continuer. Quand on entendait que les Allemands approchaient, Brest était en feu aussi. On voyait la fumée de l'île, on voyait la fumée sur Brest. Là. Il brûlait. Et nous, jeunes, on ne savait pas quoi faire. Alors, c'est le jour qu'on a entendu dire qu'un général qui voulait continuer la lutte. Quoi. Là, il y a certains qui ont dit on va les rejoindre. Les anciens surtout, il faut les rejoindre. Et nous, les jeunes aussi, chercher des places pour être sur les bateaux pour partir quoi. Dans la journée. J'ai très tôt et j'ai demandé à un patron de la vedette une place pour moi. Tout de suite, j'avais dit oui. Sur la Véleda? Sur la Véleda. Tout le monde allait sur le quai, là, devant l'hôtel où habite... Où habite... oui. Oui, Madame Menou? Madame Menou était... Oui. Et alors on écoutait la radio. Oui, puisqu'il y avait un poste. Il y avait que la radio là, alors on écoutait la radio. Quoi. Le recteur prend la décision de faire une réunion l'après-midi au presbytère, avec des patrons pêcheurs et ainsi de suite, pour savoir quoi faire. Parce qu'entre-temps, de Douarnenez par exemple, il y avait eu des bateaux qui étaient partis. Alors, on le savait chez nous, on se disait, ceux-là ils ont des bateaux, ils en profitent, pourquoi est-ce que nous on ne ferait pas autant quoi? C'est les jeunes qui se disaient ça. C'était tout à fait logique, tout à fait normal. Quelquefois on me dit, mais vous savez, les Sénans, ce ne sont pas les premiers résistants. Je sais que ce ne sont pas les premiers résistants. Ce qui est remarquable pour les Sénans, c'est que dans un petit bout de terrain comme ça, ils aient été si nombreux à partir. Mon père pensait que tous ces bateaux et tous ces militaires qui partaient, c'était pour continuer la guerre. Il m'a dit, pars en Angleterre, fais ton devoir et tâche de revenir midship. Midship, vous savez, c'est le premier grade d'officier de marine. Parce qu'il était séminariste. Et on lui a dit, reste, parce que c'est des prêtres qui vont manquer. Il m'a dit, il n'y a pas besoin de prêtres pour faire la guerre. Donc il est parti presque en short, je crois, parce qu'il était mois de juin, donc il a descendu la soutane, et il est monté à bord du bateau. Bon, il fallait partir, quoi. Où? Il avait quel âge à l'époque, on a dit? Comment? Il avait quel âge à l'époque, votre frère? Mon frère... Il est parti avec votre oncle? Il a dû avoir ses 14 ans ou 15 ans, en gros,
au mois de mars, il est parti en juin. Il y avait la moitié des bateaux de pêche pendant la guerre qui étaient encore à voile. Et comment ils faisaient pour les porter secours à des bateaux qui... Eh ben, il y avait des cargos, il y avait tout ça. C'était des vrais... Et tout ça dans la tempête, quoi. Ils étaient costauds, ils étaient forts. Il n'y avait pas que les hommes, les femmes aussi. Les hommes étaient dans le canot, ils descendaient la cale, ils allaient dans l'eau, mais quand la mer était basse, ils faisaient comment? Eh bien, les femmes habillées jusque-là, dans l'eau, à pousser le chariot. Tant qu'ils flottaient pas, ils ne pouvaient pas ramer. Il y avait Jean-Marie Posmoguer, le patron de la Véleda, le réalisateur des phares. Il y avait Prosper-Cuyant, le patron de Huron, les Arpeurs, du machin. Plus, il y avait 2 ou 3 étrangers, donc, qui voulaient partir à tout prix, et ainsi de suite. Et ce ralliement a été dû pour partie à l'appel du général de Gaulle, qui les a impressionnés très fortement, et sans doute aussi à la crainte de l'occupation de l'île et d'une réquisition éventuelle des marins par les Allemands. Il a fait partie des premiers. Ah ben oui, bien sûr. Des premiers qui sont ben partis. Oui. D'accord. Ben oui. Ceux qui sont partis. Et ma maman lui disait toujours, je l'ai entendu dire, oh j'espère que tu ne me laisseras pas avec ces 3 assis toute seule. Bon alors il allait écouter la radio chez Madame Dole. Ça c'était le plus près parce que on habitait, c'est la maison de nos grands-parents, où est le bar Force Pénose là. Oui. Voilà. Alors il allait écouter chez Madame Dole, hein, et puis alors il disait oui mais et si bon les Allemands sont arrivés je ne sais trop où, après ils sont arrivés à Audierne, et quand ils viendront ici, eh ben on sera ramassé, on sera envoyé en déportation, ou bien on sera envoyé en Allemagne, alors qu'est-ce que tu choisis? Que je sois ramassé par les Allemands et fait prisonnier, ou bien sauf notre honneur en partant pour ne pas qu'ils nous ramassent, quoi. En fin de compte, ma maman lui avait dit, bah, tu fais comme tu veux, alors. On était bien contents que les anciens nous avaient dit d'embarquer. Il y a des tas de gens à ça qui étaient encore de ce monde en 40 et qui avaient fait donc le chemin des dames et je ne sais trop d'où au monde, etc. Ils avaient été à la guerre de 14-18 et ils ont eu la misère. Alors, il nous a dit que du mal les Allemands. 14-18 avec les anciens, quoi. Eux surtout qui ils ont fait partir. Hein. Ah, oui. Ils avaient fait la guerre de 14-18. Comme mon père et puis d'autres encore. 14-18, ils nous parlaient de la guerre en 14-18. C'était qu'ils nous disaient qu'est-ce que c'était les Allemands. Les 2 bateaux étaient venus à quai, le Reine de la Mer et puis la Véleda. Moi, je suis venu au presbytère dire au recteur, voilà, je lui ai dit, monsieur le recteur, c'est près, le recteur est arrivé sur la cale, les sénats ont embarqué, mais à ce moment-là, il n'y avait que les 2 bateaux. Et la Véleda, normalement, elle transportait donc les militaires et puis tout ce qui avait atterri sur l'île, parce qu'il y avait de partout, vous aviez des gens qui débarquaient à droite, à gauche, comme ça. On s'abritait derrière les billes de bois et les pères embarquaient dans les bateaux à côté de la cale, quoi. Moi, je me souviens de ça. Ah oui, ça très bien. C'était la nuit, quoi, tombait de la nuit que les bateaux sont partis. Ils sont partis d'un seul coup, comme ça. On était jeunes, alors. C'était décidé, quoi, c'était pire. Puis en plus, peut-être vous réalisiez pas bien, étant si jeune. Bien sûr, on réalisait pas. J'ai donc embarqué sur le Meknès. Le Meknès était un paquebot sur lequel était embarquée la division Bétoir, retour de Norvège. Parce que, au début de la guerre, les chasseurs alpins et les légionnaires se sont illustrés en Norvège. D'ailleurs, les 2 seules victoires remportées par l'armée française contre les Allemands, c'est en Norvège, à Narvik et Bjervik. Il y en a qui sont restés, hein. Il y en a qui sont restés, ça dépend. Oui, parce que ça dépendait. C'était une idée personnelle. Traversée de Très bien passé. Très bien. Ah oui. Toute la nuit, on est passé au large de Ouessant, quoi. Parce qu'on pensait qu'il était à Ouessant aussi. Hein. Ouais. Passé au large de Ouessant. Ouais. Vous aviez emporté quoi avec vous? Oh, moi j'ai pris un gros pain et puis une boîte de pâté. Ah ouais? Ah oui, j'ai partagé entre mes copains.
Ils sont arrivés d'Audierne. Ah, pour la première fois, ah oui. Ils sont arrivés d'Audierne oui. avec des pinafes d'acquisition et tout de suite des bateaux à Audierne. Rapide. C'était des bateaux, des sardiniers. Les Allemands se sont installés en fin 40. Fin 40, c'est ça. Fin 40, c'est ça. Mettons, la gaffe, on appelait la douane allemande, quoi, donc, a dû arriver, je suppose, en fin octobre. C'est ça, octobre. Les premiers mois, ils ont 3-4 premiers mois, ils ont fait du tourisme. Ah, il a machin du tourisme. Le commandant allemand, je me souviens encore de le voir en survêtement de sport, machin, se promenant. C'était de la détente, quoi. Après, c'est des réquisitions, tous les plus grandes maisons qu'il y avait, des réquisitions avec eux. Hein. Ah, eux, ils ont pris tout ça, l'hôtel, la mairie, tout. Ma grand-mère habitait Audierne aussi, ma mère aussi était jeune à ce moment-là, donc les Allemands sont arrivés dans la maison, je vais me mettre là, je semble là, ça me dit. C'était réquisitionné. On était déjà à l'étroit sur le caillou, vous savez, hein, c'est pas très grand. Hein. Alors, sans crier gare, ils vous foutaient les barbelés pour barrer les machins, les petites rues, ainsi de suite, des trucs comme ça. Bon, ben, il y a le machin. Et alors, les couvre-feux. Les Allemands venaient avec un chalutier armé, les ravitailler. Il y avait des briquettes de charbon, et alors, le déchargement se faisait de la cale, et il fallait ramener en charrette à bras, hein, on avait que ça. Et alors, de temps en temps, des briquettes tombaient. Donc nous, on était derrière, puis on prenait les briquettes. Il ne fallait pas leur tenir tête, hein, ni les embêter. Le chef de la GAS, de la douane allemande, j'étais accoudé sur la digue, là, le machin, quand il est venu se mettre là à côté également. Alors, je me suis tourné comme ça, puis je l'ai regardé, quoi. Alors, il m'a regardé également. Alors, j'ai pas baissé les yeux. Hein. Puis je l'ai fixé dans les yeux, et lui également. Alors, je me suis dit, j'ai pensé, mon Dieu, si tu penses que je vais baisser les yeux devant toi, tu te trompes. Et au bout d'un moment, je suis parti. Mais ça lui a pas fait plaisir, ça, vous savez, parce qu'à l'époque, en 40, les Allemands, c'était un. Il m'a suivi, de machin, jusqu'à venir chez moi, pour voir où j'habitais. Et par la suite, j'ai appris qu'il avait prévenu le maire en lui disant, ferai attention à celui-là. C'était pas de machin des troupes d'élite. Hein. Ils avaient compris qu'il était préférable d'être à l'île de Saint que d'aller sur le front russe. Ce qui fait que les Allemands, eux, ils ne faisaient rien qui puisse attirer l'attention. Rien. Je les ai vus faire leur premier exercice, vraiment, quand le débarquement a eu lieu en 1944. Il y avait un cahier aussi, quand vous partez. C'était noté. C'était noté quand vous partez, et on vous dit, et quand vous allez rentrer, parfois on disait qu'on ne savait pas, mais une fois que vous rentrez, vous étiez obligé de montrer leur... prévenir. Ils auraient compris que vous étiez des pêcheurs aussi. Oh, oui, compris, je ne crois pas. Pas tout. Je ne dis pas qu'il y en a qui étaient... Il y a toujours un loup. Il y en avait des bons gars, mais ils n'étaient pas tous non plus. Est-ce que vous avez souffert de cette présence? C'est pas facile à expliquer. Hein. On était angoissés plutôt. Quoi. C'est ça, oui. C'est ça. Puis on se demandait comment ça allait se passer. Ouais, c'était plus une inquiétude. Les Allemands sont restés là jusqu'au 4 août. Ouais, 44. Ce qui nous manquait, le soir, quand on avait l'habitude de sortir, on était plusieurs copines, ça, mais on ne pouvait pas sortir. Oui, c'est le couvre-feu. Le couvre-feu, allez, raoust. On n'avait pas du gaz comme on a maintenant, on n'avait pas l'électricité. Ici, on vivait dans cette petite pièce-là pendant la guerre.
Et mon frère au grenier à dormir parce qu'il y avait encore la famille, on avait tous mes grands-parents étaient tous là, parents paternels, tout le monde était là. On avait des pommes de terre, des légumes. Mais tout le terrain qui était autour de l'île était des pommes de terre, il y en avait quoi. Ouais. Et du poisson, il y en avait aussi. Elle continue à travailler le lopin de terre et à cultiver notamment la pomme de terre et puis ils font un peu d'orge aussi, quoi. Chaque carré, chaque lopin de terre a été cultivé. Parce qu'il n'y avait que ça, on n'avait que les pommes de terre. C'est tout. On n'avait pas autre chose. Sinon, ils ont tout pris, les bêtes, ils ont tout pris. Il n'y avait plus de vaches, il n'y avait plus rien, vous ne trouviez rien. Celui qui pouvait avoir une vache. Celui qui avait la plate pour avoir une vache, oui. Donc il y en avait. Oui. Donc vous n'avez pas manqué de lait. Non. Parce que c'est marrant parce que les discours sont différents en fonction des gens qu'on interroge. Hein. Il y a des gens qui nous disent qu'il n'y avait pas de vache, qu'il n'y avait qu'une seule vache. Oh non, il y avait plus de vaches, il y avait beaucoup de vaches. Il y avait de l'herbe partout, là au laine et là-bas à Béchal. À côté du phare, on ne pouvait pas y aller. C'était miné. Mon frère qui est décédé, là, Henri, là, il avait sauté sur une mine. Ah bon? Ouais, ici, parce qu'on allait couper de l'herbe pour la vache. L'herbe était haute comme ça, et on ne pouvait pas y aller. Mais nous, on y allait. Et moi, j'étais pas loin, j'étais à 400 mètres de lui. Et il a sauté sur une mine tout à fait à Place School, là-bas, où il y a la pyramide. Mais il a tout ramassé dans le dos. Et ce sont les Allemands, ici, chez ma mère, à côté, là, qui l'ont soigné. Ils sont venus, ils l'ont soigné, ils l'ont... Ouais. C'était indiqué, c'était marqué, il y avait des passer, signalisations pour les... Ah oui. Artumine, des grandes pancartes, avec fil de fer, mais non, pas en dessous. Ah oui, c'est ça. Ou dessus. Oui, c'est ce que je disais. Je seulement savais. Voilà, hein. donc, Une dame, elle a tout ramassé dans le ventre. Ah, avec sa vache, là? Avec sa vache, oui. Ouais. Elle la connaissait aussi, la dame. C'était aussi de la famille, ça. Ah ouais. Pouillac, Porte-Moguer, ça. Donc elle n'avait pas Elle allait en même temps que... Non, parce que sa vache est partie pour manger l'herbe grasse. Ouais. Elle a été la chercher. Elle a été la chercher. Et elle a sauté la vache. Et mon frère lui avait dit un jour, hein, pas le jour où elle a sauté sur une mine, mon frère lui avait dit « Faites attention parce qu'il y a des mines partout. » « Oh, moi je prie le bon Dieu, je passerai à travers. » Ouais, ce jour-là, elle n'a pas passé à travers. L'herbe était belle dedans, hein, mais elle aurait dû faire attention. Elle a sauté sur une mine. Les shrapnels, 3 branches là, cela elle faisait mal parce que c'est plein de limailles, c'est plein de saloperies à l'intérieur. C'est des pots qui étaient grands comme ça. Hein. Alors quand vous marchez dessus, c'était des éclats, des éclats sur 500 mètres. Et il y avait deux fours à soude, un de chaque côté, parce que selon les vents, on pouvait toujours brûler, quand il fallait brûler le goémon. Parce que c'était pas suffisant, parce que si les vents tournent, ben, vous êtes sur un... Donc il fallait 2, quoi. Donc de l'un à l'autre, on brûlait quand il fallait brûler le goémon. Ensuite, donc ce goémon qui est brûlé était pesé, hein, il y avait donc des pesages qui se faisaient, et puisque le bateau, le Zénith, était toujours donc en activité, il servait donc à faire le transport à 5 continents, et bien sûr il y avait un commerce qui existait toujours même pendant la guerre. On s'entraidait beaucoup. Les gens, les gens qui allaient en mer, on avait toujours du poisson. Hein. Chez les voisins là, il y avait un cochon, il y avait une vache, et les parents étaient assez aisés, donc quand ils faisaient la soupe, ils venaient nous envoyer. La soupe, la soupe, ou bien j'allais chercher du lait, ou bien quand ils mangeaient eux, j'allais voir qu'est-ce qu'ils mangeaient, donc j'avais un peu quoi. Tout le monde essayait de s'aider, ceux qui avaient des familles, disons, qui étaient partis à ce moment-là. On allait jusqu'au sud de Terre-Neuve. On restait là quelques jours, 2 jours, 3 jours, un petit peu plus, suivant le temps que ça avait pris, parce que quand la mer était mauvaise, au lieu de mettre 10 jours, on mettait 12 jours. L'ennemi, c'était pas tellement de sous-marins, mais c'était la mer. Parce que, bon, notre rôle, je vous ai dit, c'était, on était autour du convoi, et donc on faisait des zigzags pour empêcher un éventuel sous-marin de se faufiler entre les escorteurs pour attaquer le convoi. Dans l'Atlantique Nord, la mer était souvent dure. Et autrement dit, l'une des branches du zigzag, si ce n'est les 2, nous exposait aux assauts de la mer.
La passerelle était inondée par les paquets de mer. On s'est cramponné au porte-voix, au rembarque. Quand on va de l'Atlantique Nord avec la Rosserie, ils sont bu du dur, hein. C'est pas évident. Hein. Un jour, le commandant Kieffer qui vient au dépôt là-bas, à la caserne, chercher des volontaires pour aller avec lui. Là. Alors là, j'ai mis mon nom et tout de suite j'ai pris. Là. Quand la nuit est venue, on est rentrés tous là, en dessous, là, sur le pont, à l'abri. On attendait. Le jour s'est levé. Alors on est monté un peu sur le pont, pas sur le pont, mais on a débouché la tête quoi, pour voir si on voyait la terre, les côtes. Mais là, à ce moment-là, on attendait les gros cuirassés qui tiraient sur la côte. Ah oui, et la côte qui tirait aussi sur les bateaux. L'équipage nous disait de descendre avant de pas s'exposer. 2 jours de Catherine presque. Ouais. Certains beaucoup plus, hein, mais plus petits quoi. Ouais. Avec notre. Pas tout sur le dos, un grand sac sur le dos, le fusil, la bouille aussi, une bouille comme on a de My West. Ouais. D'accord. Ah oui, la bouille. La bouille. Ouais, My West. D'accord. C'est tout. Ah oui, il y en a qui tombaient dans les trous d'obus, pour se relever après. Et là, il y était des blessés. L'officier était blessé aussi, puis un copain qui a été tué. Moi, j'étais blessé aussi. J'ai senti du feu dans mon dos, là, des éclats dans mon dos. Et quand j'ai voulu me relever, je ne pouvais plus, mon pied était touché aussi. Touché, je ne sentais plus mon pied. Le 4 août 1944, ils ont quitté l'île en faisant exploser le phare, la centrale électrique et la corne à brume, le Giver, qui lui n'avait rien à voir dans la... C'était juste pour prévenir les bateaux qu'il y avait un récif, c'était l'île. D'ailleurs, il ne fonctionne plus maintenant. Avec la technique qui est à bord des bateaux, maintenant, on arrive à se... Enfin, le phare qui datait de 1930, le début de la construction, il aurait eu un monument historique, là. Ouais. Parce que tout l'intérieur était de petits carreaux de couleur. Je me trouvais au Sable Blanc, à la plage, avec des copines comme moi, quoi. Hein. Tout d'un coup, on voit, oh, le bateau qui retourne sur l'île. Et tout d'un coup, c'était les Allemands, pour venir chercher les Allemands. Qu'est-ce qu'ils ont laissé comme munitions? Oh, il y avait de tout. Il y avait beaucoup de munitions, disons, personnelles, hein, grenades, mitraillettes, mais il y avait surtout un 37 qui était au Montbrial, là, du phare. Par contre, au Castel, au-delà du moulin, là, je me rappelle très bien, il y avait tout un boyau, comme il y avait au phare, là, il y avait quand même des mitrailleuses tir contre avion. Et ils étaient drôlement outillés. Hein. Ah ouais, tout. Des doubles et des quadruples. On avait 2 mortiers dans la cour, là. Pareil à tirer. Oui, dans la cour, là. Ah ouais. Pareil à tirer. Et mon oncle, le soir, on descendait les mortiers qui allaient pimpoler sur le sable, et mon oncle tirait au mortier, parce qu'il savait s'en servir. Et nous, allez, tout le monde, bravo, allez, boum 14 juillet tous les jours. Vous saviez donc qu'il allait revenir? Oui. Comment vous l'aviez su? Ben, je sais pas, par... que les nouvelles de bouche à droite, de bouche à bouche, je crois que c'était, oui. Ou que quelqu'un avait entendu dans un poste quelconque qu'ils allaient revenir, mais ils ne sont pas venus tous. Ils sont pas venus tous ensemble. Ouais. Le retour, ça n'a pas été tout le monde ensemble, vous savez, le retour c'est venu à mesure. Quand il y avait quelqu'un qui revenait d'Angleterre, on mettait le drapeau en haut. Oui. Le drapeau français, oh le drapeau, oh, il y a quelqu'un qui vient, il y a quelqu'un qui vient. Oui. Et on savait,
On attendait qui c'est qui débarquait. Votre papa, après, alors, il revient? Oui. Il revient, et comment, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Oh oui, il est parti à la pêche tout de suite après. Ah, ça c'est fou, ça. Tout le monde est d'accord là-dessus. Hein. Ah oui. Ah oui, il fallait aller travailler. Ah oui, la vie a repris. Chacun a souffert de son côté, quoi. Chacun a souffert de son côté. Les gens qui sont revenus d'Angleterre, ils sont revenus d'Angleterre en hissant le drapeau français. Hein. Voilà ce qu'ils ont fait. Ils étaient très heureux de revenir. Et je peux vous dire que les gens qui sont revenus, ils ont continué le lendemain qu'ils sont revenus, ils ont continué leur travail. C'est-à-dire qu'il fallait trouver un bateau pour aller en mer pour ceux qui n'avaient pas de bateau. Ceux qui avaient un bateau qui était resté là, par exemple, eh bien, ils se sont dit on va remettre tout ça en marche. Mais ils n'avaient pas envie d'être honorés. Je ne pense pas que c'était là. Et ceux qui sont restés là, puisque vous en parlez. Ils en avaient souffert aussi, ils ont fait leur boulot, chacun avait fait son boulot. C'était vraiment la fête, hein. C'était la fête? Ah oui, je me rappelle quand il y avait un bateau qui était nul avec... Il y avait plein de monde, même les jeunes qui étaient partis, bon, ils étaient jeunes, mais on ne les reconnaissait pas, parce que ça change, hein.